Dans cette vidéo, je vais te montrer comment t'entraîner spécifiquement pour la voie interne des EVC de chirurgie viscérale, la méthode à utiliser si tu veux réussir. C'est celle qui nous a permis d'obtenir des taux de réussite supérieurs à 70% en 2024 en voie externe. Et l'idée ici, ça va être vraiment de te montrer comment t'entraîner spécifiquement sur des QCM niveau EVC et pas sur des QCM de l'EDN. Et pas juste te donner les bonnes réponses, mais aussi t'expliquer item par item les pièges, la méthodologie, les erreurs classiques et ce que le jury attend réellement. Si tu passes les EVC en voie interne de chirurgie viscérale, alors c'est une opportunité pour toi et tu ne dois pas passer à côté parce que si tu rates les EVC, tu perds pas seulement un concours, mais aussi un an de plus à attendre, un an de salaire de praticien associé, de reconnaissance du diplôme médical et parfois même la chance de t'installer en tant que médecin en France. À l'heure où on tourne cette vidéo, on est à moins de 3 mois des EVC 2025 qui ont été marqués par la réforme de la voie interne avec la création d'une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales sous forme de QCM. Et qui dit nouveau format dit bien nouvelle méthodologie, nouveaux pièges à déjouer si tu veux réussir les EVC. Sache qu'à moins de 3 mois du concours, il est encore possible de tout faire basculer, rien n'est joué, mais pour cela tu dois absolument cibler tes révisions, acquérir la méthodologie spécifique et ne pas gaspiller le temps qui te reste. Donc ça, à la base, c'est une question tombée mot pour mot aux EVC de 2024 en format ouvert et on l'a transposée en QCM dans notre accompagnement parce qu'un conseil, même si le format change, les sujets, eux, ne changeront pas et tout ce qui tombait jusqu'à présent continuera de tomber. C'est juste la modalité, ce sera maintenant des QCM et pas des questions à réponse ouvertes. Mais en soi, les sujets resteront les mêmes. Donc ici, on nous proposait hémorroïdopexie selon Longo, incision de thrombose hémorroïdaire externe, hémorroïdectomie tripédiculaire selon Milligan et Morgan, une ligature des artères hémorroïdaires sous contrôle Doppler, le HAL Doppler, ou encore la ligature élastique des paquets hémorroïdaires internes. Tu peux évidemment mettre sur pause pour réfléchir et donner ta réponse, et puis rappuyer sur play pour passer à la correction. Eh bien, les trois techniques de cure chirurgicale réalisées sous anesthésie générale pour la pathologie hémorroïdaire, c'est bien le Milligan et Morgan, l'intervention de Longo et le HAL Doppler. Concernant la proposition B, incision d'une thrombose hémorroïdaire externe, non, ça c'est un geste qui se fait en urgence, qui se fait sous anesthésie locale, en consultation, et c'est pas une cure chirurgicale sous anesthésie générale. Ici, il faut bien lire toutes les données de l'énoncé. On vous dit vraiment anesthésie générale, donc rien que ça élimine cette proposition. Et concernant la proposition E, la ligature élastique, non, la ligature élastique est une technique de traitement endoscopique qui est fait par les gastro-entérologues pour traiter les hémorroïdes internes et qui est réalisée en consultation sans anesthésie générale. Donc encore une fois, pas dans le cadre de cure chirurgicale. Un rappel pour aller plus loin que la simple correction, et c'est comme ça qu'on organise vraiment toutes les corrections sur notre plateforme, parce que l'idée est que si on vous interroge sur un sujet, il va falloir maîtriser tout ce sujet-là. Si on vous interroge sur quelles sont les indications, eh ben, il faut aller plus loin et il faut connaître les contre-indications, il faut connaître les complications, il faut connaître les modalités de traitement, etc., etc. Donc petit rappel sur la technique de Longo qui est de moins en moins utilisée en France, qui correspond en fait à une hémorroïdopexie par un agrafage mécanique linéaire qui permet en fait de réséquer les paquets hémorroïdaires internes et de faire remonter ainsi le prolapsus hémorroïdaire interne. Alors c'est une technique qui est de moins en moins utilisée en France, qui est surtout adaptée pour des gros prolapsus internes avec peu ou pas d'hémorroïdes externes. Concernant les avantages, bon, bah, c'est assez peu douloureux si on compare cette technique à l'hémorroïdectomie de Milligan et Morgan. À l'inconvénient, c'est que ça ne traite pas les hémorroïdes externes. Et concernant les complications, bah, comme toutes les cures d'hémorroïdes, l'hémorragie post-opératoire, c'est vraiment la complication principale redoutée. Quant à la technique du Milligan et Morgan, qu'est-ce qu'il faut retenir pour les EVC? Eh ben, le principe, c'est une hémorroïdectomie ouverte qui va réséquer les hémorroïdes externes et internes en laissant les plaies en cicatrisation dirigée. C'est la technique la plus populaire actuellement en France, qui est surtout adaptée pour des gros prolapsus, grade 3, grade 4, avec une composante externe importante. C'est une technique qui peut être aussi utilisée en seconde intention, après échec par exemple d'un HAL Doppler ou de laser de radiofréquence. Le principal avantage, ça va être la radicalité du geste, où on va traiter à la fois les hémorroïdes internes et externes, avec un faible taux de récidive. Et le principal inconvénient, c'est vraiment la douleur post-opératoire. C'est une intervention qui fait extrêmement mal, avec une convalescence assez longue. Un des risques à redouter également, c'est la sténose du canal anal, notamment si vous ne laissez pas des ponts muqueux assez importants entre les différentes résections des paquets. Et troisième technique chirurgicale principale, le HAL Doppler, donc la ligature sélective des artères hémorroïdaires guidée par contrôle Doppler.
associée plus ou moins à une mucopexie si vous avez un prolapsus hémorroïdaire interne. C'est une technique qui va être volontiers adaptée pour des prolapsus un peu plus petits, grade 2, grade 3, mais avec une composante de saignement majeur. Le gros avantage de cette technique, c'est que c'est assez peu douloureux, ça peut se faire en ambulatoire et il y a une convalescence qui est assez rapide. Et le principal inconvénient, c'est que l'efficacité est moindre sur les prolapsus qui sont massifs, qui sont importants. On passe à la question numéro 2, une question d'anatomie. Donc ça aussi tombé en EVCF 2024 et même des années précédentes, ce qui montre bien que l'anatomie est un sujet essentiel à connaître aux EVC. Vous ne pouvez pas être chirurgien de toute façon si vous ne connaissez pas votre anatomie par cœur. Vous devez donc vous entraîner sur des questions d'anatomie chirurgicale poussées et pas simplement des questions d'anatomie trop basiques comme pour les externes en médecine, quoi. Concernant la vascularisation de l'estomac, laquelle ou lesquelles de ces propositions sont exactes? L'artère gastrique gauche donne l'artère œsocardio-tubérositaire postérieure. L'artère gastrique droite naît le plus souvent de l'artère hépatique propre et s'anastomose avec la gastrique gauche sur la petite courbure. L'artère gastro-épiploïque droite provient de l'artère gastrique droite. L'artère gastro-épiploïque gauche provient de l'artère splénique. Proposition D, les vaisseaux courts gastriques naissent de l'artère splénique et vascularisent le fundus. Et enfin, dernière proposition, l'artère gastrique postérieure est une branche inconstante de l'artère splénique. Et bien réponse B, D et E. En effet, la A est fausse parce que la gastrique gauche est une branche directe du tronc cœliaque et qui vascularise la petite courbure, mais qui ne donne pas cette branche, qui ne donne pas l'artère cardio-tubérositaire postérieure, qui elle est une branche inconstante qui naît de l'artère splénique. Pourquoi la proposition C était fausse? L'artère gastro-épiploïque droite provient de l'artère gastrique droite et la gauche provient de la splénique. Ici, la deuxième partie de la phrase est juste, mais la première est fausse. En effet, la gastro-épiploïque droite, comme vous devez le savoir, elle vient de la gastro-duodénale et non pas de la gastrique droite. Donc une astuce à absolument suivre en QCM, c'est de lire l'intégralité de la proposition et de ne pas juste se fier à la première partie ou la deuxième partie. Les pièges peuvent se cacher n'importe où et vraiment tous les termes sont importants. Un rappel essentiel concernant la vascularisation gastrique, avec ce schéma qui est super bien fait, qui explique vraiment bien, qui est assez clair. Alors globalement, pour simplifier la vascularisation artérielle de l'estomac, moi je vous conseille de la diviser en deux, la vascularisation de la petite courbure et la vascularisation de la grande courbure. Au niveau de la petite courbure, c'est essentiellement le cercle anastomotique de la petite courbure qui va vasculariser cette dernière, qui est formée par une branche venant de l'artère gastrique gauche et une branche venant de l'artère gastrique droite, qui elle-même est une branche de l'artère hépatique propre. L'artère gastrique gauche va en plus donner une artère cardio-tubérositaire antérieure, qui va elle vasculariser le cardia et le bas œsophage abdominal. Concernant la vascularisation artérielle de la grande courbure, elle est assurée par le cercle anastomotique de la grande courbure, qui est formé donc par la réunion de l'artère gastro-épiploïque droite, branche de la gastro-duodénale, et de l'artère épiploïque gauche, branche de l'artère splénique. L'artère splénique va également donner deux rameaux supplémentaires, une première branche inconstante qui est l'artère cardio-tubérosité postérieure ou encore l'artère gastrique postérieure, qui est inconstante, présente dans à peu près 50% des cas. Et deuxièmement, les vaisseaux courts qui vont servir à vasculariser la grosse tubérosité, le fundus. Passons maintenant à la question 3 avec une question sur la chirurgie bariatrique. Et ça, je sais que c'est la bête noire de beaucoup d'entre vous. C'est une thématique qui piège beaucoup de candidats chaque année aux EVC. On l'a vu en 2024 avec le dossier sur les complications médicales de la chirurgie bariatrique, l'encéphalopathie de Gaillet-Vernicke. Donc, citez les comorbidités susceptibles d'indiquer une chirurgie bariatrique pour un patient avec un IMC entre 35 et 40 kg par mètre carré. L'hypertension intracrânienne idiopathique résistante au traitement médical, le syndrome d'apnée du sommeil avec un index apnée-hypopnée supérieur ou égal à 10 par heure, l'hypercholestérolémie, l'insuffisance rénale chronique stade 3B et enfin une incontinence urinaire invalidante résistante à la rééducation périnéale. Les bonnes réponses étaient les réponses A, D, E. Alors on va faire un rappel sur les indications de la chirurgie bariatrique, mais ici je voudrais insister sur une chose, c'est qu'il faut vraiment se tenir à jour des recommandations médicales les plus récentes. En 2024, il y a eu des recommandations sur les nouvelles indications de la chirurgie bariatrique, sur les différentes comorbidités. Il y en a pas mal qui ont été ajoutées. Concernant ces recommandations sur la chirurgie bariatrique,
elle date de 2024, de février 2024. Et on l'a dit, on a insisté pendant l'accompagnement, on a insisté là-dessus, soyez au point, connaissez ces recommandations par cœur, parce que ça risque de tomber dans 6 mois. Et bien évidemment, ça n'a pas loupé, il y a eu la question qui est tombée aux EVC 2024, quelles sont les comorbidités susceptibles d'être améliorées par la chirurgie bariatrique? Donc comme vous devez le savoir, la chirurgie bariatrique est indiquée chez les patients avec un IMC supérieur à 40 ou alors compris entre 35 et 40, mais avec une comorbidité susceptible d'être améliorée par la chirurgie. Donc ces comorbidités, il faut les connaître, ça peut faire l'objet de questions, et la preuve, ça a fait l'objet de questions en 2024. Vous avez le diabète de type 2 mal équilibré malgré un traitement, la NASH ou la fibrose hépatique, donc la stéatose hépatique non alcoolique. Attention, la stéatose simple isolée n'est pas une comorbidité retenue. Parmi les nouvelles comorbidités émises par ces recommandations, vous avez le syndrome des ovaires polykystiques ou encore une infertilité masculine ou féminine avec un projet d'AMP. Vous avez également une hypertension artérielle nécessitant un traitement médicamenteux qui était déjà une comorbidité acceptée avant ces recommandations de février 2024. Parmi les autres comorbidités qui étaient déjà reconnues comme étant des indications potentielles à une chirurgie de l'obésité, vous avez le syndrome d'apnée du sommeil. Effectivement, c'est vrai, mais le piège dans la proposition, c'était sur l'index apnée-hypopnée. Donc on avait mis supérieur à 10, alors qu'en fait le seuil retenu, c'est supérieur à 15. Et ça montre bien une chose, c'est qu'il faut vraiment connaître tous les détails. Les EVC en voie interne, ça va taper dans les coins, parce qu'il va falloir départager les candidats, et donc ça va vraiment vous questionner sur plein de petits détails. Ça ne suffira pas de connaître juste vaguement le cours en se disant oh ben, je pourrais peut-être deviner parmi les propositions, mais en fait non, il va falloir aller dans la profondeur. Et globalement, il faut que vous sachiez répondre même si vous n'aviez pas 5 propositions devant les yeux. Si vous comptez sur les 5 propositions pour pouvoir réussir, vous vous plantez. On a également l'arthrose, donc la coxarthrose, la gonarthrose, les lombalgies chroniques invalidantes, l'asthme. Et parmi les nouveautés de la HAS 2024, on a donc une maladie rénale chronique jusqu'à un stade 3A ou 3B, voire une insuffisance rénale chronique sévère terminale, mais avec un projet de transplantation. À ce moment-là, ça peut se discuter en centre expert et après l'avis du néphrologue. L'hypertriglycéridémie supérieure à 5 g par litre, résistante aux mesures habituelles de traitement, est une indication potentielle à la chirurgie bariatrique. Et donc ce n'est pas l'hypercholestérolémie, mais bien l'hypertriglycéridémie. Dans les autres nouveautés de la HAS 2024, on retrouve une incontinence urinaire invalidante réfractaire au traitement, des éventrations symptomatiques ou complexes qui nécessitent une perte de poids préalable à la réparation, ou encore l'hypertension intracrânienne idiopathique résistante au traitement médical. Quatrième question, issue des EVCF 2024, qui a piégé énormément de candidats. Cette question, elle montre l'importance de connaître le système de soins français, comment il est organisé et notamment les règles médico-légales administratives. Cette question, elle a surpris énormément de monde et c'est le type de question sur lequel c'est impossible de deviner si on n'exerce pas en France ou alors qu'on n'est pas au point sur les règles de sécurité administrative médico-légales. Et ça montre aussi l'utilité de se faire accompagner par des praticiens qui exercent déjà en France, qui sont au point là-dessus et qui vont aller chercher ces informations-là, qui sont parfois oubliées, qui vont les centraliser et en faire des questions pour que vous puissiez les acquérir. Donc, quelles sont les questions du deuxième temps de la checklist opératoire auxquelles le chirurgien doit répondre? Donc, le temps de pause avant incision, ce qu'on appelle le time-out. Le patient a-t-il des antécédents chirurgicaux? Le site opératoire est-il correctement identifié? Y a-t-il des particularités ou des difficultés prévues sur le plan chirurgical? L'installation du patient est-elle adaptée à l'intervention? Et enfin, le patient est-il bien à jeun? Les réponses exactes étaient B, C, D. La checklist opératoire de la HAS, elle se divise en 3 temps. La checklist opératoire de la HAS, elle se divise en 3 temps. Un temps pré-anesthésique, un temps pré-chirurgical et un temps post-chirurgical. Le time-out, c'est le deuxième temps de la checklist, c'est le temps pré-chirurgical. Et ce temps-là se décompose lui aussi en 3 sous-parties. La première, c'est la vérification de l'identité et de la procédure. On va confirmer l'identité du patient, l'intervention prévue, le côté opératoire, l'installation, est-ce qu'elle est correcte, est-ce qu'il y a tous les documents nécessaires en salle, notamment l'imagerie. La deuxième sous-partie du time-out, c'est le partage d'informations au sein de l'équipe entre le côté chirurgical et le côté anesthésique, avec l'identification des points clés de l'intervention, des risques particuliers, sur le plan anesthésique comme sur le plan chirurgical. Et la troisième sous-partie de ce time-out, c'est la vérification des préparations complémentaires, à savoir est-ce qu'une antibioprophylaxie a été effectuée selon les recommandations, est-ce que la préparation cutanée du champ a été effectuée selon le protocole. Si toutes les réponses sont au vert, alors on peut inciser.
Vous avez ici résumé les 3 temps de la checklist HAS, pré-anesthésique, pré-chirurgical et post-chirurgical après l'intervention. J'insiste bien sur une chose, c'est qu'aux EVC, il faut être intransigeant et incollable sur les règles de sécurité, sur les règles médico-légales. 5e question, concernant le dosage du CA19-9 dans le cancer du pancréas, quelles sont les propositions exactes? L'absence d'expression du système Lewis, qui concerne environ 5 à 10% de la population, peut être responsable de faux négatifs. Une cholestase peut entraîner une élévation du CA19-9. Le diabète peut être responsable d'un faux négatif. La pancréatite chronique est une cause possible de faux négatifs. Et une cirrhose peut être responsable d'un faux positif. Encore une fois, vous appuyez sur pause pour pouvoir prendre le temps de réfléchir et répondre, et vous reprenez la correction une fois que c'est bon. Les réponses exactes sont donc A, B et E. La A, en effet, c'est un point qui est souvent oublié. Les patients qui n'expriment pas l'antigène Lewis n'auront jamais d'élévation du CA19-9, et ce, même si vous avez un cancer du pancréas. La cholestase peut entraîner une élévation du CA19-9. Le diabète peut lui aussi entraîner une élévation du CA19-9, donc ce n'est pas un faux négatif, mais bien un faux positif. Pour la pancréatite chronique, là aussi c'est l'inverse. La pancréatite chronique peut donner un faux positif avec élévation du marqueur. Un rappel sur le dosage du CA19-9 qui n'est pas toujours interprétable et qui a surtout une information pronostique. Il peut être interprété uniquement en l'absence de cholestase. Et si vous avez des valeurs très élevées, donc supérieures à 500 en l'absence de cholestase, ça peut suggérer le caractère métastatique de la tumeur et donc indiquer une célioscopie exploratrice par exemple. Ce marqueur, il a plusieurs limites. Il peut y avoir des faux négatifs et des faux positifs. Faux négatifs, les patients qui n'expriment pas le marqueur sanguin Lewis, donc à peu près de 5 à 10% de la population. Et faux positifs, toutes les causes de cholestase, de diabète, la pancréatite chronique, la cirrhose ou encore les autres cancers. Pour la question numéro 6, on va aborder un peu d'imagerie. L'imagerie aux EVC, c'est essentiel. Chaque année, il y a énormément de questions sur la radiologie digestive et ça piège énormément de candidats. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur l'interprétation des différents examens, l'échographie, l'IRM, le scanner. Donc vraiment, c'est une compétence que vous ne pouvez pas négliger en tant que chirurgien. L'imagerie fait partie intégrante de notre métier. Vous avez une patiente de 60 ans admise pour un syndrome occlusif, avec à l'examen un abdomen distendu, une sensibilité à la palpation de tous les cadrans. Elle a présenté 2 épisodes de vomissement et vous avez les 2 coupes de scanner présentées. Vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir interpréter l'imagerie avant de passer à la question. Donc au vu du tableau clinico-radiologique, quelles anomalies vous attendez-vous à retrouver à la biologie? Une diminution de l'hématocrite, une anémie, une hypernatrémie, une hypokaliémie ou encore une augmentation de la protidémie. Et bien dans cette question, vous avez une patiente en occlusion digestive avec une distension abdominale, des vomissements et à la radiologie et au scanner, une tumeur occlusive de la valvule iléocécale. Donc au total, un tableau d'occlusion digestive grélique sur une tumeur obstructive de la valvule iléocécale. Et qui dit occlusion digestive dit tableau biologique d'occlusion digestive. Donc vous allez retrouver une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle à cause du 3e secteur, de la déshydratation extracellulaire. Vous pouvez vous attendre à retrouver une augmentation de la créatininémie, une augmentation de l'urée. Vous allez avoir une diminution de l'hyponatrémie parce que le liquide intestinal est riche en sodium et qu'il ne sera plus absorbé. L'hypocalémie, elle, peut être induite par les vomissements. Au gaz du sang artériel, vous pouvez retrouver une alcalose métabolique parce que votre patiente va perdre des ions H+ et Cl- lorsqu'elle va vomir, elle va perdre du HCl. Donc si vous perdez des ions H+, vous allez devenir alcalin. Et si vous perdez des ions Cl-, vous allez être hypochlorémié. La déshydratation va entraîner une hémoconcentration avec donc une augmentation de la protidémie et de l'hématocrite. A noter que le tableau ici est très suspect d'un cancer et donc c'est pour ça qu'on pourrait s'attendre à retrouver une anémie. Encore une question d'imagerie parce que ça tombe tout le temps et qu'il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. Question numéro 7. Un patient de 83 ans avec des vomissements fécaloïdes, une douleur abdominale en flanc gauche avec défense et météorisme abdominal, un antécédent de laparotomie pour trauma abdominal il y a 30 ans. Vous avez à votre disposition les 2 coupes scanographiques ci-dessous. Vous pouvez faire pause avant de passer à la question. Alors que visualisez-vous sur ces images? Un wheel sign, une occlusion sur un volvulus du grêle, un épanchement liquidien péritonéal, un mécanisme à anse fermée et un pneumopéritoine. Donc cette fois-ci, une question d'interprétation pure. Aux EVC, ça peut très bien arriver. On peut vous poser des questions soit sur l'interprétation de l'image ou alors sur les conclusions que vous allez en tirer. Au vu de l'imagerie que vous voyez ici, quelle va être votre conduite à tenir, quelle va être votre stratégie thérapeutique, etc., etc.
Donc sur ces images, on voyait en effet une occlusion sur bride à anse fermée et un épanchement liquidien péritonéal qu'on voit en périhépatique. On va revenir sur les images un peu plus tard après le rappel pédagogique. Une occlusion à anse fermée, donc c'est une situation où vous avez une anse intestinale obstruée à deux de ses extrémités, afférente et efférente, en deux points contigus. La conséquence, c'est que l'anse se distend rapidement parce qu'elle ne peut pas se vider et il y a un risque majeur d'ischémie et de nécrose. Les signes caractéristiques radiologiques que vous allez retrouver, c'est d'une part le signe du double bec, avec cet aspect de resserrement progressif au niveau de deux extrémités de l'anse occluse, et la disposition radiaire des anses, avec des anses qui sont regroupées et distendues autour d'un point central, donc cet aspect en U ou en C. Retenez bien que c'est une urgence chirurgicale parce que l'évolution vers la nécrose est rapide. Et dans le QCM, il y avait un piège sur le wheel sign, le signe du tourbillon. Qu'est-ce que c'est? C'est cet aspect scanographique typique d'une torsion du mésentère autour d'un point de rotation. C'est ce que vous voyez sur cette coupe en bas. Voilà pour l'analyse de l'imagerie du cas clinique, avec les deux flèches bleues qui vont montrer les deux syndromes jonctionnels contigus, et la flèche orange qui va montrer l'infiltration hématique du mésentère, avec cette disposition radiaire des anses et cet aspect en C ou en U. On enchaîne avec la question numéro 8. Une femme de 52 ans, non alcoolotabagique, présentant une hyperglycémie modérée et des douleurs abdominales intermittentes. Au scanner, vous avez ce kyste pancréatique uniloculaire de 53 mm, dont les parois sont calcifiées, sans communication avec le canal principal ni dilatation canalaire. Au vu du tableau, quel est le diagnostic le plus probable? Ici, la question elle est au singulier et ça c'est hyper important, ça veut dire qu'on attend de vous une seule réponse. Pseudokyste pancréatique, TIPMP, cystadénome séreux, cystadénome mucineux, tumeur neuroendocrine kystique. Ça, c'est une question qui pourrait typiquement tomber aux EVC en voie interne, qui est assez générale, mais qui en même temps va taper un peu dans les coins. Parce que si vous ne connaissez pas votre cours, si vous n'en avez jamais entendu parler, vous ne pouvez pas le deviner. C'est effectivement un tableau de cystadénome mucineux. Le cystadénome mucineux, c'est une tumeur kystique du pancréas qui va toucher les femmes d'âge moyen, souvent entre 40 et 60 ans. On dit que c'est la tumeur de la mère de famille, alors qu'on dit que le cystadénome séreux, c'est la tumeur de la grand-mère et que la tumeur de Franz, c'est la tumeur de la fille, si on devait faire les tumeurs de la famille. Au scanner, vous allez avoir un kyste uniloculaire avec des parois épaisses et régulières, avec souvent des calcifications périphériques en coquille d'œuf. La localisation, elle est quasiment pathognomonique, c'est quasiment tout le temps au niveau de la queue ou du corps du pancréas. On ne retrouve jamais ces lésions au niveau de la tête, contrairement au TIPMP par exemple. À la ponction écho-endoscopique, vous allez avoir des marqueurs tumoraux élevés, la CE c'est à 19,9, et l'amylase qui est basse, ce qui permettrait de faire le diagnostic différentiel avec par exemple un pseudokyste post-pancréatite où l'amylase serait haute. Le traitement est toujours chirurgical parce qu'il y a un vrai risque de dégénérescence maligne en cystadénocarcinome mucineux, et ce, même si le kyste est asymptomatique. Pour la question 9, on va parler des cancers de la thyroïde. La chirurgie endocrinienne, c'est un sujet qui est trop souvent oublié aux EVC et malheureusement, on a vu que ça tombait, on l'a vu en 2024, on l'a vu en 2019, donc surtout ne pas faire l'impasse. Beaucoup de candidats sont perdus face à ces sujets de thyroïde, soit parce qu'ils n'en font pas, que c'est les ORL qui opèrent les thyroïdes dans leur centre, soit parce qu'ils ne sont pas du tout familiers avec ça, qu'ils n'en ont pas vu dans leur formation, et pourtant ça tombe et il faut être au point là-dessus. Alors concernant le cancer médulaire de la thyroïde, quelle est ou quelles sont là ou les propositions exactes? Il se développe à partir des cellules C parafolliculaires de la thyroïde. Il peut être associé au NEM1 dans les formes familiales. La calcitonine est le marqueur biologique tumoral du cancer médulaire de la thyroïde. Le gène RET est impliqué dans les formes familiales. Et enfin, le cancer médulaire de la thyroïde est sensible à l'iode radioactif. Ça, clairement, si vous vous êtes pas entraîné sur des supports adaptés aux EVC, faits pour des seniors, c'est quelque chose que vous pourrez jamais deviner. Et c'est pas quelque chose que vous allez trouver dans les supports ECN, EDN faits pour les étudiants en médecine. Les bonnes réponses sont assez aidées. En effet, réponse A, le cancer médulaire est développé aux dépens des cellules C qui sont productrices de calcitonine, et c'est cette particularité qui va expliquer le profil biologique du cancer. Réponse B, c'est un piège classique. Les cancers médulaires familiaux s'intègrent dans les néoplasies endocriniennes multiples de type 2 liées à des mutations du gène RET et pas dans les NEM1. Et enfin, la réponse E est fausse parce que contrairement aux cancers différenciés de la thyroïde, les papillaires et vésiculaires, le cancer médulaire ne capte pas l'iode radioactif et donc le traitement est exclusivement chirurgical.
Ici, on compare deux grands types de cancers thyroïdiens. D'un côté, le cancer médulaire de la thyroïde, qui est le plus redouté, et de l'autre côté, les cancers vésiculaires, qui regroupent surtout le papillaire et le folliculaire. Le cancer médulaire, c'est environ 5% des cancers de la thyroïde, alors que les papillaires et folliculaires représentent 90% des cas. Donc c'est des situations qui sont très différentes en pratique. Les cellules d'origine sont aussi différentes. Le cancer médulaire vient des cellules C parafolliculaires, donc qui sont situées entre les différents follicules. Et à l'inverse, les vésiculaires viennent des cellules folliculaires qui vont sécréter la thyroglobuline. Ça explique les marqueurs biologiques propres à chacun des cancers, calcitonine ACE pour le médulaire, thyroglobuline pour le cancer vésiculaire. 25% des cancers médulaires sont liés à une mutation germinale du gène RET dans le cadre d'une NEM2, alors que les cancers papillaires ou folliculaires sont généralement sporadiques et les formes familiales beaucoup plus rares. Pour le pronostic, le cancer médulaire a une survie à 5 ans d'environ 80%, mais ça dépend énormément du stade au diagnostic, d'autant plus que les métastases sont fréquentes. Et le pronostic des cancers papillaires est beaucoup plus favorable, avec 90% de survie à 10 ans. Et enfin, pour le traitement, et là c'est une différence qui est essentielle, le cancer médulaire ne capte pas l'iode radioactif, donc la seule arme reste la chirurgie, une thyroïdectomie totale avec un curage ganglionnaire systématique. Alors que les cancers papillaires et folliculaires, eux, ils répondent plutôt bien à l'iode radioactif, ce qui change complètement la prise en charge et le suivi. Dernière question, la chirurgie de la paroi, pour vraiment aborder un peu tous les thèmes de la chirurgie viscérale. Quelles sont les limites du triangle de la fatalité, Triangle of Doom, lors des cures cilioscopiques de hernie inguinale? En dedans par le canal déférent, en dehors par les vaisseaux gonadiques, en bas le péritoine, en dedans par le ligament inguinal et en dehors par les vaisseaux épigastriques inférieurs. Eh bien, les bonnes réponses étaient ABC. On va prendre un schéma pour expliquer tout ça. Vous avez ici une photo péropératoire et un schéma d'une cure de hernie inguinale cœlioscopique, donc par TEP, à droite, avec les deux principaux triangles qui sont décrits, le triangle de la fatalité ou le triangle des dangers. Donc c'est là où vont se situer tous les dangers, les vaisseaux iliaques externes. Et plus à l'extérieur, à droite donc dans ce cas-là, le triangle des douleurs, là où vont se situer les nerfs. Donc il va falloir éviter de léser ces nerfs si vous ne voulez pas avoir des douleurs chroniques post-opératoires. On voit donc que les limites du triangle de la fatalité sont en bas le péritoine, en interne le canal déférent et en externe les vaisseaux spermatiques, alors que les limites du triangle de la douleur sont en interne les vaisseaux spermatiques, au niveau supérieur le ligament inguinal et en externe le péritoine. En 2025, lorsque la réforme de la voie interne a été annoncée, il y avait des postes en voie interne plus qu'habituellement, plus que les précédentes années. Et beaucoup de candidats éligibles à la voie interne se sont réjouis et se sont dit, bon, il n'y a pas besoin de se préparer, il y a des postes, le niveau attendu n'est pas très élevé. Et en fait, cela se trompe complètement parce qu'il y a de la concurrence, il y a un niveau qui est attendu, et il ne faut pas croire que les QCM sont plus faciles que les questions à réponse ouverte. Si tu veux pérenniser ton exercice de la médecine en France, tu dois absolument franchir ce mur des EVC. Et donc, quels sont les leviers pour pouvoir réussir en voie interne? D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que la réforme a changé la méthodologie. Nouvelle réforme, donc nouvelle méthode. On n'est plus dans le format des réponses ouvertes où la méthodologie de structuration, d'organisation de la copie était prédominant. Là, il va y avoir des questions beaucoup plus spécifiques qui vont taper dans les coins, qui vont aborder des notions de détail et il faut absolument avoir un niveau de connaissance théorique élevé. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout connaître parce qu'il est impossible de tout connaître, mais si tu cibles ta préparation, que tu cibles les sujets qui vont tomber, alors tout est possible, tu pourras mettre toutes les chances de ton côté. À titre d'exemple, en 2024, 90% des sujets tombés aux EVC avaient été vus mot pour mot dans notre accompagnement, mais vraiment mot pour mot. Et donc c'est pour ça qu'on a eu des super taux de réussite supérieurs à 70%. C'est essentiel d'apprendre et de cibler les choses qui tombent aux EVC. Un autre élément important à intégrer, c'est que le niveau des EVC est complètement différent du niveau des EDN. Alors ça, c'est une erreur classique. Il y en a beaucoup qui vont réviser sur des supports QCM type EDN, parce que bien souvent c'est gratuit, mais le niveau est complètement différent. Toi, tu es senior en médecine, tu es thésé, tu as un diplôme de médecine, alors que les étudiants qui passent l'internat sont des externes, ils sont étudiants en 5e année. Donc est-ce que tu penses qu'un concours niveau senior va utiliser des questions adapté pour les étudiants en 5e, 6e année de médecine? Évidemment, la réponse est non. Tu l'as bien vu avec les 10 QCM qu'on vient de corriger, c'est un niveau qui est beaucoup plus relevé. Enfin, dernier levier essentiel, c'est la gestion du temps. Tu peux avoir le niveau, mais si tu n'as pas la stratégie claire pour pouvoir aborder 50, 60 QCM en 2 heures, tu risques de perdre des points bêtement.
Quand on parle aussi de gestion du temps, ça veut dire comment organiser ses révisions. Beaucoup de candidats travaillent énormément à l'hôpital, ils manquent de temps et c'est pour ça que ceux-là, ils doivent vraiment prendre des raccourcis parce que si en 3 heures, ils en utilisent une, voire deux pour aller chercher l'information, trier les recommandations, chercher des supports qui tiennent la route pour s'entraîner, ben finalement, ils ne passent qu'une heure à s'entraîner réellement efficacement et ils perdent énormément de temps. Donc si tu veux réussir tes EVC, tu dois absolument actionner tous ces leviers pour mettre toutes les chances de réussite le jour J. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Pour ceux qui veulent aller plus loin et s'entraîner avec des milliers de QCM de ce type sur notre plateforme, des vidéoconférences, des conseils de méthodologie, etc. Tous les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis bon courage pour votre préparation et à très bientôt.